Bonjour à tous, bienvenue du côté de l'espace Démotech pour cette dernière présentation. Pour tout, on est très heureux que vous soyez nombreux pour ce dernier rendez-vous. Merci. Je vous présente nos deux enquêteurs, j'ai envie de dire. C'est une véritable enquête qui va avoir lieu sous vos yeux dans quelques instants. Nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Gardet, juste à côté donc d'Adrien Agnel. Vous êtes tous les deux consultants cybersécurité au sein de CLI Group. Et je le disais à l'instant, donc, une véritable enquête. C'est ce que vous allez nous faire vivre dans quelques petites secondes. Merci beaucoup, exactement. Donc c'est un live forensic. Nous allons assister à l'autopsie d'un crime numérique. Donc Adrien sera notre enquêteur. Il est consultant au pôle cybersécurité de CLI Group, qui est dirigé par David Schnitten. Malheureusement, il a été rattrapé par un virus. Ça arrive même aux experts en cybersécurité. Donc je le remplace. Pierre-Yves Gardet, moi aussi consultant au pôle cybersécurité. Bonjour à tous. Alors, si vous voulez bien, on va se mettre un peu dans l'ambiance en parlant d'actualité. Donc, vous avez certainement entendu parler d'une attaque qui a eu lieu l'été dernier sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Un ransomware, une rançon de 10 millions d'euros qui a été réclamée. Donc, il y a eu une enquête qui a eu lieu, qui a permis de déterminer que c'était un groupe russe qui avait fait cette opération grâce à l'outil Logbit. Et puis, dans l'actualité récente, on sait que la ville de Caen a été attaquée et la ville de Lille, très récemment, également. Et donc, dans tout ce contexte, eh bien, il y a des enquêtes qui sont menées pour déterminer la succession des événements. C'est possible de retrouver les auteurs de ces attaques. Et donc, c'est ce qu'on veut vous montrer maintenant. Pour les besoins de cette démonstration, on va se placer dans une situation d'une entreprise fictive qui s'appelle Nitrosoft. On imagine que c'est un grand acteur du numérique, une multinationale dont vous utilisez les applications au quotidien. Un service informatique qui a 40 ans d'existence, qui n'a pas encore subi d'attaque majeure, donc qui est relativement serein. Par contre, du côté des employés, peut-être un peu de laisser-aller, peut-être de la divulgation d'informations sur Internet, ou pas de sensibilisation particulière, et des informations qui fuitent et qui peuvent attaquer, aider un attaquant motivé. Alors, 2 points d'attention. Déjà, nous allons faire cette démonstration dans un temps restreint, une trentaine de minutes. Il faut se rendre compte qu'une enquête similaire, elle s'étale sur plusieurs jours, semaines, voire mois. Et ensuite, nous allons utiliser nos outils dans un environnement contrôlé pour les besoins de la démonstration. Si jamais vous étiez amené à faire ce genre de choses sur un cas réel, soyez bien conscient que, premièrement, vous risquez de détruire les preuves. Et si vous pouvez tirer des conclusions à partir de vos analyses, elles ne seront pas forcément recevables par la justice si vous n'êtes pas assermenté pour faire ces opérations. Une fois qu'on a dit ces 2 points d'attention, on va laisser notre enquêteur travailler. Exactement, je vous propose cette enquête. Donc tout d'abord, vous voyez que Sophie est en vacances et Sophie garde toujours à portée de main son ordinateur de travail. C'est très important pour elle parce qu'elle veut toujours avoir un contact avec ses collègues. Je pense que vous le faites pour la majorité des cas. Et donc Sophie, quelques jours plus tard, reçoit un message. Ce message comporte une pièce jointe. Et cette pièce jointe, en fait, elle comporte un virus. Et donc Sophie va exécuter cette pièce jointe et nous allons voir ce qui va se produire. Donc Sophie commence à pas trop se sentir bien pendant ses vacances. Et on va voir tout le dénouement de cette enquête. Donc pour ce faire, on va regarder ce que Sophie a pu produire sur son ordinateur et quelles informations ont pu fuiter. Sophie a été victime en réalité d'une attaque de pirates bien chevronnés qui lui ont mis en place un ransomware. Ce ransomware lui permet donc de faire fuiter des informations, je pense que vous le savez tous, et donc Sophie devra payer une rançon. Mais elle ne sait pas exactement quelles informations auraient pu fuiter. Donc il faut qu'on enquête pour savoir comment les pirates auraient pu s'y prendre. Et là, donc, la société Nitrosoft a reçu en fait un message de menace. Ce message de menace n'est pas des moindres, parce qu'en fait, la société Nitrosoft a reçu une impression écran de ces fichiers confidentiels. Donc si tous ces fichiers se retrouvent sur Internet, sur le dark web ou autre, la société peut faire malheureusement faillite ou a des problèmes d'intégrité en termes d'image. Donc il faut vraiment enquêter et endiguer le problème.
Alors toute la partie prévention, c'est un échec, hein. On est vraiment dans une situation catastrophique pour l'entreprise. Elle ne peut plus s'en sortir elle-même. Elle va devoir faire appel à un spécialiste, un enquêteur du numérique, pour mener une enquête, déterminer l'enchaînement des opérations et retrouver les auteurs de l'enquête. Alors vous voyez des séries policières à la télé, vous en lisez dans les livres. On a tout un tas d'étapes qui sont un peu toujours les mêmes. Il y a la scène de crime qui existe. Une récolte d'indices sur cette scène de crime, des analyses qui sont faites par les enquêteurs, également par des laboratoires spécialisés, ensuite des conclusions qui sont tirées, un rapport d'enquête qui est écrit. Si les auteurs ont pu être identifiés, eh bien ensuite, il y a ensuite des actions en justice, au pénal. Est-ce que dans le cas du numérique, ça se passe comme dans nos séries policières ? Écoute, Pierre-Yves, on est à peu près sur les mêmes étapes, sauf que ici on va pas analyser une scène de crime dans un hôtel, mais on va plutôt analyser des traces numériques. Donc ces traces numériques sont des traces sur des équipements électroniques tels que des ordinateurs, des téléphones ou autres composants électroniques. L'idée après c'est d'arriver à la conclusion de l'enquête exactement comme l'a dit Pierre-Yves, sauf qu'une étape supplémentaire est à faire également. Il s'agit de la neutralisation de la menace. Si on ne neutralise pas la menace, le pirate pourra revenir sur sa scène de crime et soit continuer de faire fuiter des informations ou alors continuer à perpétrer une attaque encore plus grande. Donc il faut vraiment neutraliser la menace. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément en termes d'indices ? On peut penser déjà à l'email qui a été reçu par Nitrosoft. Celui-là, on l'a encore. Exactement. Je vais utiliser donc un logiciel interne qu'on a créé qui s'appelle e-Analyse. Et ce logiciel va me permettre d'analyser l'ensemble des détails de ce message. Et grâce à l'analyse des détails de ce message, peut-être que je vais pouvoir localiser la source de la menace, etc. Néanmoins, n'ayant pas accès au serveur qui a envoyé ce mail, je n'ai aucune certitude sur ces informations. Donc je vais quand même les mettre de côté, mais je ne peux pas les prendre pour pouvoir résoudre cette enquête. Je note donc dans mon journal d'inspecteur plusieurs choses. Donc, premièrement, la réception d'un message de menace. Ce message de menace comportait une impression écran, et cette impression écran comportait l'ensemble de la liste des fichiers confidentiels de la société Nitrosoft. Donc si ces données parvenaient à fuiter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la société aurait des gros problèmes en termes d'économie et d'image. Et la deuxième chose à noter, c'est que Sophie a appelé son service IT et elle dit donc avoir téléchargé un PDF. Et malheureusement, en ouvrant ce PDF, il s'est produit différentes actions et son PC a été verrouillé. Très bien, je ne sais pas trop où avancer, néanmoins, peut-être que la société Nitrosoft pourrait m'apporter d'autres éléments pour pouvoir continuer mon enquête. Si on a eu une capture d'écran d'une liste de fichiers depuis leur serveur, c'est qu'il y a eu des connexions sur ce serveur. On peut imaginer que les journaux de connexion nous donnent des informations utiles. C'est ça que tu vas faire ensuite ? Exactement, je vais analyser donc les journaux de connexion qui sont en fait un ensemble de données qui me permettent de savoir qui s'est connecté et à quelle heure et si cette connexion a réussi. Il y a énormément de lignes, je ne sais pas trop quelles informations chercher. Néanmoins, je vous rappelle que Sophie a été victime de ce qu'on appelle une attaque de ransomware et donc elle a été victime d'une attaque. Donc je vais peut-être filtrer sur le prénom Sophie pour en apprendre davantage. Et en filtrant sur le prénom Sophie, je me rends compte que finalement Sophie, quelques jours auparavant, donc avant cette attaque, elle a eu donc des petits problèmes sur son compte. Un pirate a essayé de faire des attaques qu'on appelle type brute force. En fait, la personne a essayé de trouver son mot de passe, mais fort heureusement pour elle, les connexions n'ont pas réussi. Donc je peux donc écrire dans mon journal d'inspecteur que le compte de Sophie n'a pas été compromis. Et donc, pour l'instant, dans mon enquête, je n'ai pas grande information. Néanmoins, je vous rappelle que Sophie a été victime de cette attaque et donc Sophie pourra m'apporter d'autres indices. Et donc, pour ce faire, je vais envoyer mes inspecteurs sur place pour récupérer les informations. Et ces inspecteurs, en fait, vont créer ce qu'on appelle des scellés numériques. Et ces scellés numériques, en fait, sont des sauvegardes des images de son ordinateur pour que toutes ces preuves soient recevables juridiquement. Donc, ça va se faire en 3 étapes. La première étape consiste, en fait, à l'analyse de la sauvegarde du disque dur. Cette sauvegarde du disque dur me permettra de savoir quels fichiers ont pu être modifiés, supprimés sur son ordinateur. Et la deuxième étape consistera donc en fait à regarder la sauvegarde de la mémoire volatile. La mémoire volatile me permettra de voir les différents programmes qui ont été exécutés sur son ordinateur et voir si ces programmes n'auraient pas mis en place ce qu'on pourrait appeler une backdoor, une reverse shell, pour pouvoir garder, en fait, pour que le pirate puisse accéder encore au PC de Sophie. Et la troisième et dernière chose, on met en place ce qu'on appelle une sonde réseau.
Et donc cette sonde permettra de savoir si le pirate n'est pas toujours en train de faire des échanges entre donc son ordinateur et des serveurs tiers tels que des serveurs pirates. Donc c'est parti pour la première étape. Donc lors de cette première étape, on va analyser la sauvegarde du disque dur de l'ordinateur de Sophie. Cette sauvegarde, malheureusement, ne donne pas grand-chose. Et pourquoi? Parce que en fait, son ordinateur a été chiffré par le ransomware. Même en utilisant la technique qu'on appelle file carving, alors je pense que la majorité d'entre vous la connaissent, cette fonction. En fait, on a trouvé des fichiers, mais ces fichiers ne nous permettent pas d'avancer sur cette enquête. Donc je pense que sur cette partie, malheureusement, on ne peut pas avancer davantage. Néanmoins, il serait de bon ton de regarder plus en détail l'analyse de la mémoire. Peut-être que cette analyse de la mémoire nous apportera davantage de détails. Cette analyse se fera en 4 étapes. Donc la première, on va regarder en fait les différents programmes qui ont été exécutés. Et ces programmes auront peut-être exécuté en deuxième étape des commandes qui pourront mettre en place soit des règles réseau, ou soit faire d'autres actions malsaines sur l'ordinateur. Et la quatrième étape consiste donc à l'analyse du fichier. Donc, si on peut récupérer le fichier qui avait relié l'ordinateur de Sophie dans la mémoire, on pourrait l'analyser sur des solutions, par exemple Virus Total, pour essayer de savoir si c'est une souche virale connue, et donc enrayer l'attaque le plus rapidement possible. Donc là, pour l'analyse de la copie de la mémoire vive, il est important que l'ordinateur n'ait pas été éteint, sinon on est incapable de récupérer les informations. Et une fois qu'on a donc ce fichier qui est un dump de la mémoire, on peut utiliser l'outil Volt pour récupérer pas mal d'informations. Exactement, Pierre-Yves. Je vais utiliser la commande pslist en fait, qui va me permettre de lister l'ensemble des programmes qui ont été exécutés sur la machine de Sophie. Et donc, pour rappel, un fichier PDF, dont la plupart du temps, il est ouvert par un logiciel qui s'appelle Acrobat Reader. Donc je vais chercher si potentiellement dans cette liste, je vois un programme qui s'appelle Acrobat. Avant de chercher ce programme, je tiens à vous rappeler que lors de l'exécution d'un programme, le système d'exploitation délivre un numéro d'exécution à un programme, et c'est grâce à ce numéro d'exécution que je vais pouvoir continuer mon enquête. Donc je cherche dans ma liste, et là, vous pouvez remarquer que Acrobat a bien été lancé. Donc je peux noter en fait sur mon journal d'inspecteur qu'Acrobat a été exécuté avec le numéro d'exécution 4744, et donc j'aimerais bien en apprendre davantage sur cette exécution, peut-être que d'autres fonctions ont été exécutées. Et donc pour ce faire, je vais utiliser également la commande ps3 qui va permettre de me dire si d'autres fonctions auraient pu être exécutées en même temps. Donc pour ce faire, je lance le scanner avec la commande ps3 et je vais chercher Acrobat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le processus 4744, qui est ici. Et effectivement, j'avais raison de regarder un petit peu plus loin, une console Windows ou un terminal Windows a été exécuté sous le numéro 8000, mais malheureusement, on ne connaît aucun paramètre. Donc, on peut essayer d'en apprendre davantage. Peut-être que le pirate a mis en place un backdoor, une porte dérobée pour pouvoir rester sur le PC de Sophie. Sait-on jamais. Mais avant, je dois quand même noter dans mon carnet d'inspecteur que le programme 8000 a exécuté une commande, mais je ne sais pas quelle commande. Donc j'aimerais bien en apprendre davantage. Il me semble qu'on a d'autres options dans Volt qui permettent d'en apprendre davantage sur les arguments qui sont passés à l'exécution des exécutables. Exactement, c'est la command line. Donc je lance le scan et je cherche le programme 8000. Donc, qui est ici. Aucun paramètre n'y figure. Donc je ne sais toujours pas ce qui s'est exécuté. Peut-être que les paramètres ont été masqués et donc je m'avoue un peu vaincu. Néanmoins, je vous rappelle qu'un PDF a été exécuté et que lorsqu'on exécute un PDF, on a la possibilité de savoir le nom du fichier qui a été ouvert. Donc peut-être que je pourrais savoir quel nom, le nom du fichier qui a été ouvert par Sophie. Et donc je cherche le processus 4744 qui est ici, voilà. Et donc on peut voir que ce fichier était sur le bureau de Sophie et qui s'appelait rapport.pdf. Très bien. Donc je vais donc noter que je viens de trouver le nom du fichier qui pose un problème, mais je ne sais toujours pas la commande qui a été exécutée.
Je vais donc essayer d'axer mes recherches sur les ports ou les services qui ont été ouverts pour savoir si la commande n'aurait pas mis en place une porte dérobée pour que le pirate puisse garder un pied dans la machine de Sophie. On a encore d'autres commandes dans Volt, notamment Netscan qui va nous lister les processus qui ouvrent des ports réseau. Donc quels sont les processus associés à quel port réseau? Alors je lance la commande Netscan. Et donc je vais chercher le programme numéro 8000. Il est ici. Et mes soupçons sont avérés. Un port est donc le port 666 sur une adresse IP avec une connexion établie, ce qui signifie qu'en fait le pirate communique toujours avec l'ordinateur. Néanmoins, je ne sais pas où est localisée cette adresse IP et peut-être qu'il serait de bon ton de trouver d'où provient cette adresse IP pour pouvoir directement mettre en prison la personne qui a perpétré cette attaque, si je peux le faire. Donc avant de faire cette recherche, je vais quand même noter, donc, comme un bon inspecteur, mais les informations que je viens de trouver, donc ouverture d'un port 666 sur l'IP 93.123.226 et 33. Je fais donc cette recherche et là, bizarrement, je me rends compte que cette adresse IP est localisée dans une ville russe. Mais je n'arrive pas à remonter l'auteur de cette attaque. Bon, je piétine un petit peu, mais je vous rappelle que j'ai laissé de côté l'analyse plus en détail de rapport.pdf qui était le fichier qui a été exécuté par Sophie. Donc peut-être que ce fichier me permettra d'apprendre davantage d'informations concernant cette attaque. Donc le fichier rapport.pdf est toujours présent en mémoire vive et on va pouvoir le récupérer et l'uploader sur un site qui s'appelle VirusTotal qui permet d'avoir très rapidement une analyse effectuée par une soixantaine d'antivirus et d'avoir donc un score qui nous permet de savoir si globalement ce fichier est reconnu ou pas comme un virus par les solutions du marché. Donc là c'est le cas, on voit que 41 antivirus sur les 62 ont détecté ce fichier en tant que souche virale. Donc on peut émettre l'hypothèse que l'antivirus de Sophie n'a pas joué son rôle de défense et donc il manquait des mises à jour. Néanmoins, cette analyse ne me suffit pas. J'aimerais bien en apprendre encore plus. Et donc je veux essayer d'analyser plus en profondeur ce fichier pour voir si le pirate n'a pas caché des informations à l'intérieur de ce fichier. Alors on a une commande Linux bien connue qui s'appelle strings qui va permettre d'extraire toutes les chaînes intelligibles à l'intérieur d'un fichier binaire. Donc on va utiliser cette commande maintenant sur le fichier rapport.pdf qu'on a récupéré, comme je l'avais dit, de la mémoire vive de l'ordinateur. Alors je vais lancer... Hop. Vous pouvez voir qu'il y a des chaînes de caractères plus ou moins intelligibles et une des chaînes de caractères m'interpelle. Il s'agit de cette chaîne. Je pense que la majorité d'entre vous l'auront reconnu, il s'agit d'une chaîne encodée en base 64. Je vais donc essayer de la décoder pour voir l'information qui s'y cache. Donc j'utilise la commande base 64 et la chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères cache en fait le chemin d'un fichier. Peut-être que si j'arrive à récupérer ce fichier dans la mémoire, parce que je vous rappelle que le disque dur il est chiffré, donc je ne peux pas récupérer le fichier dans le disque dur, mais peut-être que dans la mémoire il est encore présent et il me permettrait peut-être d'avancer sur cette enquête. Donc je vais regarder s'il est présent avec la commande filelist. Et je prends le nom du fichier. Malheureusement, ce fichier n'est plus présent dans la mémoire. Donc tous les indices qu'il aurait pu me donner, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dessus. Ce qui est dommage. Donc je note dans mon carnet d'inspecteur en fait que malgré mes recherches, j'ai trouvé le chemin d'un fichier qui n'existe plus et donc je ne sais pas quoi faire de plus sur ce fichier. Une troisième et dernière partie est encore présente pour cette enquête, il s'agit de l'analyse de la sonde réseau. Peut-être que ça m'apportera davantage d'informations et me permettra ainsi de dénouer cette enquête. Lors de cette troisième et dernière étape, je fais différentes choses. Je vais regarder les différents échanges avec l'ordinateur et Internet. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres informations qui auraient pu fuiter. Et je vais également regarder si des règles réseau Internet n'ont pas été mises en place. Parce que le pirate, peut-être qu'il a d'autres idées et il voudrait attaquer beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. En faisant l'analyse des trames réseau, je découvre quelque chose de très suspect. Cette image d'un chaton, donc c'est très mignon, mais je pense que ça cache quelque chose. Et donc peut-être que Pierre-Yves, un de tes experts, pourrait m'aider dans ce domaine. Absolument. D'après notre expérience,
eh bien, il y a une technique très utilisée par les hackers pour exfiltrer des données qui s'appelle la stéganographie. Ça consiste à cacher des données, par exemple textuelles, à l'intérieur d'un fichier binaire. Et ce sont des modifications qui sont à peu près indécelables parce que l'apparence de l'image n'a pas changé. Par contre, nous, on dispose d'un laboratoire à qui on va envoyer cette image et qui va pouvoir faire de plus amples analyses et regarder si oui ou non il y a des données masquées à l'intérieur de ce fichier. Bah, écoute, c'est parfait, Pierre-Yves. Donc j'attends quelques jours avant les résultats de cette enquête et puis je te dirai quoi. Et quelques jours après, on a les résultats, là, c'est formel. On a un secret et loin des moindres. Il s'agit du mot de passe en fait, qui a permis la compromission du système d'information de Nitrosoft. Et donc, on va mettre bout à bout l'ensemble des indices pour expliquer le déroulement de l'enquête. Donc, l'heure du crime, le 22 septembre 2022, deux choses se sont produites. Premièrement, un message de menace a été reçu par la société Nitrosoft. Ce message de menace comportait la liste des fichiers, et ces fichiers étaient confidentiels. Ces fichiers confidentiels, s'ils arrivaient à fuiter sur Internet, ce serait une catastrophe en termes d'image et d'économie pour la société. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Deuxième chose, Sophie a appelé son service IT, et elle était en vacances. Elle a exécuté un PDF. Ce PDF a verrouillé son ordinateur et a fait d'autres choses. Cette analyse s'est faite en 3 étapes. La première consistait à l'analyse du disque dur. Lors de l'analyse du disque dur, je vous rappelle que l'ordinateur étant chiffré, malheureusement, aucune information n'a pu être utile en tant qu'indice pour cette enquête. D'autre part, l'analyse de la mémoire nous a permis d'avancer un petit peu plus sur cette enquête. Donc, on a appris que le fichier rapport.pdf avait été exécuté sur le bureau et que ce fichier avait également exécuté une commande qui a permis la mise en place d'une backdoor sur une IP localisée en Russie. On n'en sait pas plus. Et d'autre part, en analysant plus en profondeur le fichier, on s'est rendu compte que avec VirusTotal, 41 antivirus sur les 62 avaient détecté ce fichier en tant que souche virale, ce qui signifie que l'antivirus de Sophie n'a pas joué son rôle. Donc problème de mise à jour qui n'a pas permis de jouer le rôle de défense. Et deuxième chose, en analysant les chaînes de caractères, donc en faisant une analyse plus approfondie du fichier, on s'est rendu compte qu'il y avait un nom de fichier avec un chemin de fichier, mais ce fichier n'apportait aucun indice parce que n'était plus présent dans la mémoire. Peut-être qu'il comportait des informations concernant l'attaque. On ne saura jamais. Et la troisième et dernière partie qui a permis de dénouer cette enquête a été en fait le fait de pouvoir trouver cette trame avec cette image de chaton. Ce chaton en fait, ou cette image de chaton cachait en fait un secret, et ce secret n'était pas des moindres en fait. La technique utilisée était la stéganographie, comme vous l'a dit Pierre-Yves tout à l'heure, et donc le mot de passe de la société Nitrosoft a fuité par ce canal. Donc en fait, nous on conseille nos enquêteurs, ou nous, on conseille à la société Nitrosoft de porter plainte auprès du parquet du numérique pour que l'ensemble de ces preuves soient recevables lors d'un procès juridique. Alors on a l'impression que l'enquête est terminée, on a tiré toutes les conclusions qu'on voulait. Seulement, rappelez-vous, l'état dans lequel on laisse l'ordinateur de Sophie n'est pas du tout satisfaisant. Il est cryptoloqué, donc il y a encore quelques étapes à mener. Donc on peut faire appel à un expert qui va premièrement détruire tout ce qui est malveillant sur l'ordinateur de Sophie et également restaurer des sauvegardes saines. On lui conseille d'ailleurs de faire une vérification au préalable de la sécurité de ces sauvegardes avant de les restaurer sur la machine. Alors, on a tiré pas mal de conclusions sur l'attaque elle-même, sur la manière dont elle s'est déroulée, à la limite un petit peu qui a pu la perpétrer. Maintenant, on va tirer des conclusions sur la société Nitrosoft elle-même. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quelles seraient les recommandations qu'on pourrait leur faire dans cette situation? Déjà, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a au moins 2 programmes obsolètes sur l'ordinateur de Sophie. Le programme Acrobat Reader qui a ouvert un fichier vérolé en laissant s'exécuter la backdoor. Donc, premier programme. Deuxième programme, l'antivirus qui n'a pas réagi face à cette menace, alors que, d'après VirusTotal, il y a quand même une majorité des acteurs du domaine des antivirus qui a pu détecter la menace. Donc, on pense ici qu'il y a un problème de pilotage ou de gouvernance dans les politiques de sécurité appliquées sur les PC des collaborateurs de Nitrosoft. Donc, on leur conseille de mettre en place des règles plus strictes. Également, Sophie a ouvert un mail dont l'origine était douteuse. Et pire que ça, elle a ouvert la pièce jointe. Et c'est ça qui était la première porte d'entrée du pirate dans cette attaque.
Donc là, il y a probablement un problème de sensibilisation. Donc on pourrait conseiller à Nitrosoft d'effectuer plus de sensibilisation auprès de ses équipes. Par contre, on note un très bon réflexe de Sophie. Elle n'a pas éteint son ordinateur et c'est ça qui a permis d'en extraire une copie de la mémoire vive et c'est ce qui nous a permis de mener la suite de notre enquête. Et puis en conclusion, pour Nitrosoft, on sait bien qu'au quotidien, tout ce qu'on met en place en termes de sécurité, c'est pas mal, mais il peut y avoir des failles résiduelles et donc on lui conseille de mener périodiquement des audits de sécurité et du pentest. Et Sophie, Adrien, comment va-t-elle maintenant ? Écoute, Pierre-Yves, pour l'instant, j'ai pas beaucoup plus de nouvelles que ça, mais je vais peut-être faire un tour à la boîte aux lettres, sait-on jamais. Et oui, David, et oui, Sophie, oui, Pierre-Yves, pardon. Et oui, Pierre-Yves, Sophie va très bien. Elle a hâte de retrouver son équipe et elle finit ses vacances à Mykonos. Merci beaucoup. Merci à tous. On va prendre vos questions, si vous voulez bien. Alors, est-ce qu'on a des remarques, des questions suite à cette enquête palpitante, effectivement, on vous a suivi. Ah bah... Vas-y. Oui, c'était juste pour savoir ce que vous utilisiez comme logiciel pour le forensique. Pour le forensique ? Alors du coup un peu de tout. On utilise Volatility, on utilise comment ça s'appelle Lime, des choses comme ça. Voilà. Oui, c'était un peu la même question. Je voulais savoir ce que c'était votre Vault.py. C'est un outil que vous avez développé vous-même ou c'est un outil sur le net ? Donc du coup c'est un outil interne en fait. C'est un outil interne ? Oui. Qui s'inspire de Volatility bien sûr. Ouais. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir ce qui se passe si l'utilisateur a éteint son PC dans ce cas-là. On peut perdre des preuves et dans ces cas-là l'enquête malheureusement elle peut arriver à c'est un échec quoi. Parce que si on n'a pas de preuves on peut incriminer personne, on peut pas rendre justice et donc il faut vraiment laisser l'ordinateur allumé pour garder les preuves et que les personnes habilitées puissent les récupérer. Parce qu'il faut vraiment que ces preuves soient sous scellé numérique. J'en ai parlé tout à l'heure. Si vous vous amusez à le faire en tant que non-expert ou non mandaté, malheureusement ces preuves ne sont pas recevables. Donc il faut faire très attention à ça. C'était la même question, juste là. Bonjour, dans la suite, est-ce que couper le réseau c'est une bonne idée ou pas, tout en gardant l'ordinateur allumé ? T'as entendu la question ? Est-ce que couper le réseau, c'est une bonne idée ? Alors, il faut essayer d'isoler l'ordinateur le plus possible du réseau pour éviter que justement il y ait un effet de spreading, donc que la menace se répande sur tout un récit. Ça pourrait être catastrophique, encore plus catastrophique que ça l'est, oui, tout à fait. Si je peux encore rajouter quelque chose, comme on l'a dit juste avant, si l'ordinateur avait été éteint, il y aurait pu suffisamment de preuves pour mener l'enquête. Et donc le pirate lui-même, par le réseau, aurait pu éteindre l'ordinateur et masquer ses traces. Donc là, on a de la chance, on a fait une copie de la mémoire avant que ça ait lieu. Mais effectivement, en isolant l'ordinateur du réseau, on réduit les risques. Bonjour. Bonjour. Sur un des slides, il y avait marqué, vous mentionniez une mallette ou un matériel dédié. Est-ce que vous pourriez juste expliquer un petit peu plus, quand par exemple vous avez un portable à examiner comme ça, comment est-ce que vous faites pour vous connecter dessus ou pour extraire les informations ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez du matériel dédié ? Est-ce que vous avez une clé USB ? Est-ce que c'est une autre procédure ? C'est exactement ça, c'est un matériel dédié qui permet juste de la lecture seule pour éviter qu'il y ait des écritures, parce que s'il y a des écritures, ça fait du parasite sur les futures preuves. Et donc l'idée, c'est d'avoir une sauvegarde exacte, intacte, d'un instant T d'un équipement, donc un téléphone, un ordinateur ou autre. Donc effectivement, où il y a des blocs de lecture seuls, il y a d'autres équipements qui existent également. Il nous reste 1 minute, ben voilà. Peut-être la dernière question. Alors, vous avez remonté l'adresse IP, mais c'est rare qu'un hacker va comme ça avec son adresse IP normale. Si on utilise un VPN, comment vous faites pour retrouver l'adresse IP ? On peut imaginer ici que c'est l'adresse IP de sortie du VPN utilisé par le pirate, et donc le fait qu'elle soit située en Russie, en fait, nous donne pas d'informations sur la nationalité de la personne qui a perpétré l'attaque. Peut-être que c'est son adresse IP perso, ou peut-être qu'elle utilise un VPN qui est justement localisé dans ce pays, ce qui est un peu plus probable, on peut dire. Bien sûr. Allez, petite dernière question.
Bonjour, déjà merci pour la présentation. J'aurais aimé savoir si dans les cas d'incidents comme vous avez présenté, vous croisez souvent de la stéganographie. On va dire qu'on a mis en place un scénario ici qui permet de communiquer, de montrer comment ça se déroule. Dans les cas réels, bon, on pourrait faire des statistiques, mais ça, j'ai pas l'information. On sait que c'est une technique qui est utilisée, voilà. On va dire ça. Moi, je voulais juste savoir si vous partagez le vol.pi ou pas. Mais j'ai pas entendu. Si on partage Le vol.pi, vous le gardez pour vous ou vous partagez En fait, on n'a pas précisé. C'est basé sur l'outil Volatility, qui est un outil libre d'analyse de traces mémoire. Donc en fait, après, on rajoute comment dire, des facilités pour interroger l'outil. C'est des raccourcis en fait. C'est pour se faciliter la vie, mais fondamentalement, c'est du Volatility qui est présenté là. Alors, j'avais juste une petite question par rapport à la première slide que vous avez présentée, l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Est-ce que vous avez travaillé avec eux pour le coup? Non, c'est pour parler d'actualité, c'est pas nous qui ont fait ça du tout. Ni comme auteur, ni comme enquêteur. C'était pour dresser le cadre, voilà. Bon, bah écoutez, j'aimerais qu'on les remercie encore. Bravo à nos enquêteurs. Bravo à Clé Group pour cette enquête palpitante. Merci d'avoir présenté donc cette enquête en direct.